Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui sépare vraiment quelqu'un qui bosse 12 heures par jour et qui gagne 4 000 euros par mois de quelqu'un qui bosse 4 heures par jour et qui gagne 15 000 euros par mois? Parce que spoiler alert, c'est ni le talent, ni la chance, ni les compétences spécifiques. C'est la capacité à faire quelque chose de bien particulier, c'est de se poser les bonnes questions au bon moment. C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau café épisode aujourd'hui sur cette chaîne. Je vais t'apprendre à te poser 8 questions cycliques, les 8 questions que se posent tous les high performers, et on va également parler rapidement de pourquoi 90% des gens passent à côté de ces questions-là. Ok, j'espère que tu as la patate mon starter, bienvenue dans ce nouveau café épisode. On attaque directement, on entre dans le vif du sujet avec une question qui est essentielle, qui est pourquoi ces questions sont essentielles. On va commencer à parler de la nature de l'être humain. La nature neuroscientifique, le fonctionnement neuroscientifique naturel de l'être humain. Parce que c'est peut-être une nouveauté pour toi, peut-être que ça ne l'est pas, mais l'efficience n'est pas notre état naturel de fonctionnement en tant qu'être humain. Notre cerveau, il est biologiquement programmé pour papillonner, pour chercher la gratification immédiate. Notre cerveau, il n'est pas programmé pour nous faire grandir, il est programmé pour nous faire survivre. Survivre, c'est de l'économie d'énergie. Le succès, le fait de grandir, c'est de l'expansion d'énergie. Tout ça, ça nous renvoie à cette fameuse loi, qui est la loi de Laborie, dont tu as très certainement déjà entendu parler, du fameux Henri Lepadré Laborie. La loi de Laborie, elle dit que notre cerveau, il est câblé pour la gratification immédiate. Okay, donc ça veut dire qu'on va préférer des bénéfices proches que des bénéfices futurs. Le problème quand on parle d'efficience, c'est que, étant donné on est dans une situation A où on n'est pas naturellement efficient en tant qu'être humain, pour évoluer vers l'état psychique ou l'état cognitif B où on est capable de faire preuve d'efficience dans notre quotidien, passer de A à B, ça nous demande d'effectuer tout un set d'actions qui nous demandent des ressources. Notre cerveau, rappelle-toi, son but c'est de faire survivre. Pour la survie, on veut économiser les ressources. Donc il est vachement réticent à l'idée d'engager ses ressources, temps, énergie, attention, dans la constitution de cette efficience. C'est hyper important à comprendre pour la suite, donc il fallait commencer par là. Ça nous conduit tout droit à une conclusion qui est que notre mode par défaut, c'est de gaspiller notre temps, gaspiller nos ressources et gaspiller notre attention en utilisant du coup la gratification immédiate. Et finalement, ce qui différencie les high performers de nous autres communs des mortels, c'est leur capacité à sortir régulièrement du mode autopilote. Dans son excellent bouquin The Productivity Project de Chris Bailey, il explique que les personnes les plus productives fuient le mode autopilote pour évoluer vers le mode intentionnel. Dans ce livre, Chris, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compilé toute une série d'expérimentations qu'il a menées pour savoir est-ce que ces expériences-là le rendaient plus ou moins productif. Arrivé sur le mode de l'intentionnalité versus le mode autopilote, le mode inconscient, répéter des actions sans y penser, et bien finalement, on avait un résultat beaucoup plus productif quand on était dans un mode intentionnel. C'est pour ça qu'il en a fait un principe de son bouquin. Comment les high performers sont capables de sortir régulièrement du mode autopilote? Grâce à leur discipline, la discipline à se poser des questions précises pour redevenir architecte de leur temps, être dans un état de conscience présent, dans de l'intentionnalité, dans une bataille permanente pour être et rester efficient, qui est un état non naturel finalement, contre-naturel par rapport à notre biologie. L'efficience du coup elle ne se trouve pas, et c'est capital de le comprendre, elle se crée. Elle ne tombera pas sur toi par hasard, ce n'est pas un byproduct d'un fonctionnement biologique naturel, c'est un état qu'on veut aller chercher, qu'on veut aller créer consciemment, sinon il ne se manifestera jamais. C'est donc un acte volontaire, répété et stratégique. Pour créer de l'efficience, il faut faire quoi? Il faut faire tout un tas de trucs qui ne sont pas tous essentiels, on peut choisir ou l'un ou l'autre. Quelques exemples que je t'ai mis ici, on peut avoir des systèmes de décision, s'appuyer sur des templates, sur des SOP, etc. On peut avoir des boussoles mentales, comme par exemple des questions, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce café épisode, des triggers pour échapper à nos biais cognitifs, les questions que je vais te présenter vont également être des triggers, ou enfin des outils de création de réalité comme du journaling, la revue hebdomadaire, etc. Je te montrerai tout ça à la fin de la vidéo, je te montrerai notamment comment moi je m'organise, où est-ce que je log ces questions, dans quel template, sur quel logiciel, je te montrerai tout ça. Attention cependant, c'est hyper important à comprendre comme principe métaphilosophique, c'est que finalement la seule façon de trouver les bonnes réponses, c'est de se poser les bonnes questions. Mieux vaut répondre moyennement à une question brillante plutôt que de répondre brillamment à une question moyenne. C'est un modèle mental que j'utilise beaucoup dans ma vie au quotidien, qui est que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes questions, et je t'invite vraiment à réfléchir sur les questions que tu as envie de te poser au quotidien en fonction des objectifs que tu as. Ce filtre objectif, on va en reparler dans quelques secondes. Donc dans cette
vidéo, je vais t'offrir 8 questions cycliques que j'ai affinées au fil du temps, que je me pose moi-même au niveau mensuel, ce qui m'amène directement à cette question de fréquence. Moi, je te conseille d'avoir quelque chose qui se situe sur le prisme de l'hebdomadaire au mensuel. Pourquoi je te recommande de commencer à l'hebdomadaire alors que moi je suis sur le mensuel? Tout simplement parce qu'au début, quand on n'a pas forcément un comportement instinctif lié à l'efficience, qu'on n'a pas eu assez de répétition par rapport à ce comportement-là, c'est peut-être mieux de commencer par des comportements hebdomadaires et de se les poser vraiment toutes les semaines pour qu'on développe, qu'on habitue notre cerveau à cette espèce de réflexion qui va nous mener vers un certain automatisme par la suite, qui pourra nous permettre de nous poser ce set de questions uniquement tous les mois, de façon mensuelle du coup, et de garder un haut niveau d'efficience dans notre quotidien. C'est pour ça que moi je suis sur du mensuel, mais que je te recommande, si tu es débutant on va dire dans cet art qui est l'art de l'efficience, de commencer par une fréquence qui est hebdomadaire. Ok, c'est parti, on commence avec la question numéro 1. Si tu devais arrêter 10% de ce que tu fais, qu'est-ce que tu abandonnerais? Alors l'objectif de cette question, c'est d'identifier les tâches à faible rendement qui encombrent ton emploi du temps. D'ailleurs ici, j'aurais pu te mettre la note comme je l'ai fait tout à l'heure pour la loi de Laborie. Quand tu vois des notes comme ça d'ailleurs, comme tout à l'heure pour la loi de Laborie, juste ici, c'est des notes qui proviennent de ma Mind Galaxy, donc mon logiciel et ma méthode de fonctionnement pour la gestion des connaissances, et c'est tout simplement des screenshots qui proviennent de là, comme ça tu ne te demandes pas d'où ça vient. Et du coup, pour cette question de goulot d'étranglement qui est juste ici, j'aurais également pu mettre ma note sur la loi de Liebig. Alors on dirait un nom de pot de yaourt, mais c'est un scientifique, c'est un biologiste, je crois, de base. Et la loi de Liebig, c'est la loi des goulots d'étranglement. Donc ça t'explique en gros que le rendement d'une machine est limité par son nutriment essentiel le moins disponible. Je te prends un exemple très simple, on va prendre une table d'assemblage. Si pour créer certaines pièces ou pour assembler certaines pièces, on a besoin de 4 étapes, A, B, C, D, que A, B et D traitent 200 pièces par heure et que C traite 10 pièces par heure, toute la chaîne d'exploitation est limitée par le C, le goulot d'étranglement. Tu as beau mettre du jus, un peu plus de jus en amont ou en aval, je ne sais pas comment on dit, avant. J'inverse tout le temps les deux. Si tu montes à 400 le nombre de pièces qui est capable de produire A, B et D, ce sera toujours capé par la partie C qui, elle, n'est capable de livrer que 10 pièces par heure. Et ces goulots d'étranglement, ce sont les tâches et les projets qui sont peut-être aujourd'hui présents dans ton quotidien et qui t'empêchent d'avancer aussi rapidement que ce que tu pourrais faire. Cette question, elle est hyper puissante. Pourquoi? Parce que elle utilise l'hypothèse. Donc, en utilisant l'hypothèse, elle va contourner la résistance cognitive naturelle que l'on a à abandonner. On a une résistance cognitive naturelle à l'abandon pour plein de raisons, notamment le biais de l'escalade de l'engagement, dont je te parlerai tout à l'heure, le biais des coûts irrécupérables, on l'appelle également comme ça. C'est un biais cognitif. La notion de biais cognitif, elle a été labellisée par deux économistes comportementaux qui sont Amos Tversky et Daniel Kahneman dans les années 70. Et c'est des espèces de raccourcis de la pensée qui ne sont évidemment pas optimum, mais qui sont des raccourcis que tout être humain ont tendance à faire. Donc en utilisant le « est-ce que je devrais arrêter 10% de ce que je fais ?» je ne braque pas le cerveau en lui disant « tu dois arrêter 10% de ce que tu fais », qu'est-ce que c'est ? Je t'ai parlé tout à l'heure du filtre à utiliser, je pense que c'est intéressant de revenir sur cette question-là. Quand on parle d'un comportement qui est intéressant, donc qui est efficient, qui apporte des résultats, ou d'un comportement qu'on devrait abandonner, il faut qu'on utilise un filtre pour savoir si ce comportement, cette tâche, cet outil, ce projet, il est intéressant à déployer dans notre quotidien. Et le filtre qu'on peut utiliser, c'est uniquement celui des objectifs. Comment tu veux pouvoir me dire aujourd'hui qu'un de tes projets ou qu'une de tes tâches est essentielle, efficiente, efficace ou qu'elle est utile si tu ne la contrastes pas par le prisme de tes objectifs. L'efficience, la définition de l'efficience, c'est d'avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Ok ? Quand on dit avoir un maximum de résultats, on dit avoir des résultats. Qu'est-ce que c'est un résultat? Le résultat, c'est ta capacité à t'approcher de ton objectif. Tu ne peux pas savoir est-ce que tu as un résultat si ton objectif n'est pas défini. Si mon objectif, c'est de faire rentrer 100 personnes par mois dans ma liste mail et qu'à la fin du mois, j'ai fait rentrer 10 personnes, je sais que le projet que j'ai utilisé pour faire rentrer 10 personnes, il n'est pas efficient, il n'est pas efficace, je n'ai pas eu de résultat. Pas assez de résultats parce que j'ai eu que 10% du résultat. Et je sais que j'ai eu 10% de ce résultat parce que je le jauge par rapport à un filtre qui est celui de l'objectif. D'où l'intérêt d'avoir dans son quotidien toute une hiérarchie d'objectifs qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on réussit et quand est-ce qu'on échoue, clairement, distinctement.
Je te prends l'exemple d'Evolve. Evolve, c'est mon podcast que je tiens maintenant depuis plus de 3 ans. D'ailleurs, peut-être que tu es en train de m'écouter en version audio sur Evolve à l'instant T. Evolve, ça a fait l'objet d'une décision récente qui est que je me suis focalisé sur YouTube et je suis passé sur un rythme d'un épisode toutes les 2 semaines après avoir fait un épisode par semaine pendant plus de 3 ans et demi sur ce café épisode-là. Sur cet épisode-là qui est Evolve et où on appelle du coup les épisodes des cafés épisodes. Donc pour te prendre l'exemple de Evolve, c'est un podcast qui est kiffant mais qui est peu efficace. Pourquoi ? Il a des résultats, les écoutes sont en pleine explosion, les retours sont positifs, c'est que des 5 étoiles, 4,9 sur 5 du coup sur à peu près toutes les plateformes de podcast sur lesquelles je suis. J'ai énormément de plaisir à enregistrer ça. Mais il y a une problématique particulière avec Evolve, c'est que mon objectif stratégique avec ce podcast à la base était d'attirer des starters. Et cet objectif n'a pas été rempli à ce jour. Je te passe tous les détails de ma volonté de transition parce que je l'ai expliqué dans le dernier café épisode qui est sorti il y a 2 semaines sur Evolve, que tu trouveras sur toutes tes plateformes de podcast préférées en tapant tout simplement Evolve. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder. Mais toujours est-il que si j'ai été capable d'opérer ce pivot et de prendre cette décision stratégique en tant que CEO de la tribu des starters, notre communauté tribu des starters TDS, je dirais souvent TDS dans mes vidéos, c'est grâce à cette question. Si je ne me posais pas obsessivement cette question, je n'aurais pas pu opérer ce pivot. Cette question est à la base de tout et de nombreux de mes résultats dans la TDS depuis sa création. Le process, il est simple, tu identifies une activité à faible levier, puis tu l'évalues à la lumière de ton objectif, le fameux filtre, enfin tu décides de la supprimer, de la réduire ou de la mettre en pause. Et quand tu as fini ça, tu répètes l'exercice et t'itères aussi fréquemment que possible pour toujours te libérer de ces goulots d'étranglement et toujours maximiser le ROI horaire que tu as, la quantité de résultats que tu es capable d'accomplir en 1 heure pour évoluer progressivement sur ce fameux modèle de la journée de 4 heures que je promeus au sein de la TDS, sur lequel je ferai très certainement un café épisode un jour et qui a pour but du coup de travailler 4 heures par jour en mode deep work et ensuite de basculer en mode exploration pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. La vie, c'est pas être comme un con derrière un ordi avec un flash qui nous éclaire et un micro, c'est des choses qui nous font kiffer quand on aime notre taf. Évidemment que le taf est une partie importante de notre vie, moi je pourrais pas m'en passer, il y a d'autres choses à côté, c'est pas une monoquête la vie et le but c'est de pouvoir profiter de l'entièreté, de l'horizontalité de notre expérience de vie sur Terre pour en profiter sous toutes les coutures. Ok ? Question 2. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? L'objectif de cette question, c'est de sortir du piège de la routine qui nous conduit à dire je vais continuer à faire ça parce que je l'ai toujours fait, et du biais de l'engagement qui nous conduit à dire je vais continuer à faire ça parce que je le fais depuis trop longtemps, je suis peut-être à ça d'avoir les résultats, et si j'abandonne maintenant, peut-être que je vais tout perdre. Je ne veux pas tout perdre, donc je continue. Ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement ou le biais des coûts irrécupérables. C'est hyper intéressant ce biais, tellement que j'ai décidé de te faire un gros screenshot de ma Mind Galaxy comme tu peux le voir, pour t'en dire 2 mots. L'escalade de l'engagement, nos choix passés conditionnent nos choix futurs, je pense que tu as compris. Ça a été trouvé dans les années 70 par un gars qui s'appelle Barry Stowe, qui a fait une expérience hyper intéressante. Mais d'abord, je vais te donner 3 exemples de ça. Le biais d'engagement, c'est quand tu continues à faire un projet, une tâche, ou quand tu continues par exemple à être dans une relation, pour te donner que 3 exemples, alors que tu sais que ce projet, cette tâche ou cette relation ne mène nulle part, mais tu restes encore dedans parce que tu t'es dit que ça fait trop longtemps que tu es dedans, et que si tu pars, tu vas perdre tout ce que tu as construit. Ça, c'est quand tu es victime du biais de l'engagement. Je te dirai tout à l'heure un mot sur la pensée à base zéro, et notamment sur un modèle mental que j'adore dans mon quotidien, et qui permet de contrebalancer ce biais-là, mais toujours est-il que c'est un biais sur lequel on est tous victimes en tant qu'être humain. Donc quelle expérience a mené ce fameux Barry Stowe ? Barry Stowe, 1976, psychologue, il a un pressentiment et il veut le tester sur le terrain. Okay ? Il fait une expérience dans une école de commerce américaine, il rassemble tous les étudiants et forme 2 groupes. Le premier groupe, il leur dit « Ok, vous êtes des cadres dirigeants. Il y a quelques années, vous avez reçu un fonds d'investissement que vous avez choisi de verser dans la filiale A plutôt que la filiale B. Okay ? On est quelques années plus tard, vous recevez maintenant un second fonds d'investissement et en même temps vous recevez le bilan sur la performance financière de la filière A. Il se trouve que la filière A est un échec total. Okay ? Ça n'a pas servi à grand chose. L'investissement que vous avez fait, le premier investissement que vous aviez reçu du fonds d'investissement. Maintenant vous devez prendre une décision. Qu'est-ce que vous faites avec ce second fonds d'investissement ? Est-ce que vous le mettez dans la filiale A ou dans la filiale B ? 53% des dirigeants, des étudiants du coup, qui ont le rôle de dirigeant cadre, choisissent de réinvestir dans la filiale A malgré toutes les informations logiques et rationnelles prouvant que ça a été un échec. Alors évidemment, à ce moment-là,
Barry, il se dit, c'est pas forcément stupide, ce sont des étudiants en sciences d'entreprise, on sait que couper les vivres et les apports financiers du jour au lendemain, c'est pas forcément une bonne chose à faire, donc peut-être que c'est juste ça. Donc je vais réitérer l'expérience. Et quand je réitère cette expérience, ce coup-ci, je change légèrement le scénario. Il y a toujours un fonds d'investissement A qui a été un fonds d'investissement qui a été donné au préalable. Ce fonds d'investissement a décidé d'être investi dans la filiale A. Mais ce coup-ci, ce qu'on dit aux élèves, c'est vous êtes des cadres dirigeants qui reçoivent un second fonds d'investissement. Vous avez accès au dossier qui prouve la performance financière de la filiale A. Mais c'est pas vous qui avez investi dans la filiale A il y a quelques années. C'est votre patron qui l'avait fait. Patron qui vient d'avoir un accident d'avion, qui est à l'hôpital, il ne peut pas prendre une décision, c'est vous qui devez prendre la décision pour lui. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien du coup, son but évidemment à Barry, c'est de se dire, si je ressors avec les mêmes pourcentages, c'est que finalement il n'y a pas d'incidence quand c'est nous qui avons pris une décision passée dégueulasse, ou quand c'est quelqu'un d'autre qui a pris cette décision-là. Sauf que spoiler alert, bien évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les étudiants ont décidé en masse d'investir sur la filiale B. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas engagés par le choix qu'avait fait leur patron. Ils ne craignaient pas d'avoir un manque de cohérence ou de passer pour des abrutis en se disant « Oh non, je change d'avis, je suis un abruti ». Chose qui se passe uniquement dans leur tête, bien évidemment, puisque le fait de changer d'avis est une marque d'intelligence et absolument pas de faiblesse. Mais l'être humain va avoir ce réflexe, cette envie de cohérence, de se dire « J'ai pris une décision, je m'y tiens ». Là, ce n'était pas ma décision, c'était celle de mon patron. Donc j'analyse froidement, objectivement les faits, je vois que c'est pas la bonne décision à prendre, je ne prends pas cette décision. Je t'ai mis quelques notes annexes qui sont hyper intéressantes par rapport à ce biais de l'engagement. Plus la responsabilité individuelle ou collective face à la décision initiale est forte, plus l'escalade de l'engagement est élevée, normal, plus notre ego est engagé dans le process, plus on veut se tenir à notre choix initial. Mais aussi notre tendance humaine naturelle est de faire de notre prochain pas un pas vers le haut. C'est l'analogie du hill climbing que j'avais, je crois, découvert dans un podcast de Naval Ravikant qui est hyper intéressante, qui nous montre que l'être humain, son prochain pas, naturellement, il veut toujours le faire vers le haut. C'est ce qui explique pourquoi un salarié qui est mal dans son job, si on lui propose de passer manager, alors qu'il sait très bien au fond de lui que c'est pas un job qui lui plaît, c'est pas une entreprise qui lui plaît, et il aurait peut-être meilleur temps à descendre de cette petite montagne de laquelle il est sur le sommet, qui est la montagne de son job actuel qu'il maîtrise. Il ferait mieux de descendre de cette montagne et partir vers une autre montagne. Ben finalement, on lui propose un autre pic sur cette montagne, qui est du coup le pic B d'être manager, et il va se dire... On a une tendance naturelle à faire de notre prochain pas un pas vers le haut, donc on va avoir beaucoup de mal à résister à ça. Donc pour éviter de tomber dans ce biais de l'engagement, cette question, est-ce que ça fonctionne vraiment, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Il y a 3 questions sous-jacentes qui sont essentielles par rapport à ça. C'est que dans un premier temps, pour pouvoir se demander est-ce que ça fonctionne vraiment, il faut définir qu'est-ce que fonctionner signifie sur cette tâche. Ensuite, il faut jauger, est-ce que du coup ça fonctionne en fonction de ces critères. Et enfin, si ça ne fonctionne pas, il faut décider est-ce qu'on doit changer ou pas. Et si on doit changer, qu'est-ce qu'on doit changer, comment, etc. L'avantage de cette approche, c'est que premièrement, ça promeut une boucle de feedback. Donc on est constamment en train de se poser des questions et d'être intentionnel pour te renvoyer sur ce modèle mental, intentionnalité supérieure à autopilote, donc en termes de productivité en tout cas. Donc toujours avoir cette boucle de feedback. Ensuite, ça promeut cette fameuse pensée à base zéro. La pensée à base zéro, elle vise à toujours se poser la question de qu'est-ce que je ferais aujourd'hui vis-à-vis de ce dossier si je n'avais pas déjà pris des décisions vis-à-vis de ce dossier par le passé. Je fais table rase de toutes les décisions que j'ai prises et je me redemande aujourd'hui qu'est-ce que je ferais en fonction de ça. C'est le fameux modèle mental que je t'ai teasé tout à l'heure qui s'appelle quel est le prochain move gagnant sur l'échiquier. Le prochain move gagnant sur l'échiquier, ça t'invite à te dire ok, je m'en fous de ce que j'ai fait comme erreur avant, je m'en fous de là où j'ai merdé, je m'en fous de ce que j'ai dit, de là où je me suis engagé, ok. Je veux pas faire état du biais de cohérence. Ce que je veux ici, c'est de me dire, dans l'état actuel des choses, si je devais prendre une décision, quelle serait la meilleure? Quel est le prochain move gagnant sur l'échiquier? Quel est le prochain move qui va me permettre d'avancer? Ensuite, ça permet de clarifier les indicateurs de succès. Et enfin, ça permet de faire évoluer ses stratégies avec agilité. Ok, troisième question. Troisième question, qu'est-ce que tu ferais si tu devais lancer ou finaliser X en Y jours? L'objectif de cette question-là, c'est de court-circuiter la procrastination et le perfectionnisme. J'ai mis cette image parce que tant que j'y pense, je vais t'en parler. Il y a un test de performance, un test de productivité qui est présent dans la description qui va te permettre de découvrir ton archétype de productivité. Ok, c'est rapide, ça prend moins de 5 minutes, c'est un test que j'ai construit. Ça te permettra de savoir est-ce que tu as un profil productif de bâtisseur, d'architecte ou de stratège.
C'est un test d'ailleurs que je t'invite à faire à échéance régulière, tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour regarder comment tu évolues sur toutes les composantes de la productivité que tu découvriras dans ce test. Pourquoi je pense à ça maintenant? Parce qu'à la fin de ce test, tu auras l'occasion de rejoindre une de mes formations gratuites qui s'appelle 21+1 armes anti-procrastination. C'est une formation de 2 heures, 100% gratuite, où je te réoriente pas vers un autre programme payant par la suite, où je vais t'apprendre à combattre ta procrastination. Ça fait 3 ans que cette formation elle existe, plus de 600 élèves l'ont suivi, c'est un gros carton, donc je pense que ça va te plaire. Donc la technique ici, c'est premièrement de choisir une deadline fictive mais agressive pour ton projet. Donc qu'est-ce que je ferais si je devais lancer ou finaliser mon projet de me lancer sur YouTube en 2 jours, ok? J'ai choisi une deadline fictive mais agressive. Et ensuite, en deuxièmement, me forcer à imaginer un plan d'action minimaliste, urgent et focus. Il y a plusieurs avantages à cette technique-là qui repose sur un seul pilier, c'est celui de s'infliger ce qu'on appelle du stress stratégique. Alors évidemment, tu me verras jamais sur cette chaîne faire la promotion du stress. Tu le vois, la dernière vidéo que j'ai sortie, qui était la première de ma chaîne, c'est sur le burn-out de Mathias Montavon. Donc tu te doutes que le burn-out, la lutte contre le stress, c'est quelque chose qui m'importe énormément au quotidien. Et c'est forcément des capsules, d'autres épisodes qui arriveront sur cette chaîne qui traitent de cette thématique qui est d'utilité publique. C'est la maladie du 21e siècle. Donc tu me verras jamais faire l'apologie du stress, sauf quand il s'agit d'être un stress stratégique. Un stress très léger, pas du tout chronique, qui sert un projet en particulier. En fait, ton cerveau, il génère de la clarté sous pression. Quand tu lui mets de la pression, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mobiliser une quantité pharaonique de ressources pour faire tourner les turbines et générer des solutions par rapport aux problèmes complexes que tu es en train de lui offrir. Ce problème complexe, c'est comment arriver à faire en 10 fois moins de temps le projet que je pensais faire en 10 fois plus de temps. Et à ce moment-là, en faisant tourner ces turbines beaucoup plus rapidement, non seulement tu es plus créatif, mais en plus tu promeus un état qui s'appelle l'état de flow, qui est un état qui a été labellisé par un type qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, ok, et qui en fait est un état où ça a été répertorié, quand tu es sous état de flow, tu es 400% plus performant que la normale, c'est massif. Le flow, il se trouve dans un subtil équilibre entre le challenge et les compétences. Quand tu as un équilibre parfait entre le challenge de la tâche en cours et les compétences que tu possèdes, tu rentres en flow. Quand on utilise le stress stratégique pour se fixer des deadlines beaucoup plus exigeantes, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le challenge pour le ramener vers notre niveau de compétence. Et donc, on se place naturellement beaucoup plus vers l'état de flow. Ensuite, l'avantage, c'est que ça révèle les parties inutiles du projet. Ce que nous dit Tim Ferriss, c'est la magie des deadlines imminentes. Si tu te donnes 24 heures pour finir un projet, la pression temporelle te force à te concentrer sur l'exécution et tu n'as aucun autre choix que de faire uniquement ce qui est essentiel. Te focaliser sur l'essentiel, sur le vital, te débarrasser du trivial, comme dit Greg McKeown dans son livre Essentialism, okay, c'est le but. C'est le but de mettre un phare sur tous ces goulots d'étranglement qui sont pas vraiment finalement des goulots d'étranglement, parce que j'allais dire c'est un goulot d'étranglement dans ta performance quotidienne, parce que si tu te concentres sur des tâches qui ne sont pas des tâches qui apportent beaucoup de résultats, donc des tâches qui ne sont pas efficientes, ben ça va devenir un goulot d'étranglement parce que ça te prend trop de ressources que tu ne peux pas allouer ailleurs. Mais dans un premier temps, c'est surtout des tâches qui sont profondément inutiles et qui nous font perdre une grosse quantité de ressources au quotidien et qui sont donc l'inverse de l'efficience. Donc ça va te permettre de révéler les solutions simples et actionnables que tu ignorais. Ton cerveau, il va te dire là, t'as plus le temps, t'as 10 fois moins de temps. Donc tout le bullshit, les tâches à la con, les petits artworks de podcast, le titre de tes concepts, les petits détails de la couleur, de la police, de quoi que ce soit, tu oublies, tu te lances directement dans ce projet tête baissée et tu vas chercher ces 20% d'actions qui t'apportent les 80% de résultats et donc ces actions à retour asymétrique positif, ces actions qui sont finalement tout simplement asymétriques en termes de ressources investies et de résultats perçus. Donc cette question, ce n'est pas seulement une tactique de deadline, c'est une tactique de design de priorité. Question numéro 4. Quel taf tu as le plus kiffé faire récemment? L'objectif, c'est d'identifier la zone de plaisir pour réorganiser ton activité autour d'elle. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que l'enthousiasme est un facteur de productivité exponentielle. Il n'y a rien de plus productif que de travailler à l'enthousiasme. Ça sort d'une étude qui a été menée en 2006 par Harlan Moller, qui montre que quand on est libre de choisir ce sur quoi on travaille et quand on travaille sur ce sujet-là, ça ne nous demande pas autant de volonté pour le faire. On est à fond dans l'efficience pour le coup. Donc l'enthousiasme, c'est un facteur de productivité exponentielle. Comme dit Idriss Aberkan, toutes les personnes productives ne sont pas forcément heureuses, mais toutes les personnes heureuses sont forcément productives. Donc en l'intégrant dans ton système, tu vas accéder à une zone de flow beaucoup plus rapidement parce que tu vas être en train de jouer. Comme dit Naval Ravikant, un des secrets de ne pas avoir de concurrence d'ailleurs sur ton marché, c'est de faire
du jeu ce que les autres appellent un travail. Ok, c'est ce qu'il appelle la compétence spécifique. Les compétences spécifiques, c'est ce qui pour toi semble être un jeu, alors que pour tout le monde autre, toutes les autres personnes, ça semble être une compétence de taf en fait à développer, un truc un peu chiant, un peu ennuyeux, alors que toi, tu t'éclates pendant que tu es en train de faire ça. Donc l'étude d'Arlene Moller, comme je viens de te dire, elle t'explique que si tu as de l'enthousiasme, ça va te prendre beaucoup moins de ressources. Si je dois te citer des exemples personnels, je pense à chaque fois à La Vague, ma newsletter tri-hebdomadaire qui existe depuis plus de 5 ans, plus de 1500 éditions qui ont été envoyées à l'heure actuelle, parce que pendant très longtemps c'était une newsletter quotidienne. C'est un kiff absolu pour moi d'avoir l'honneur d'être en train de bosser sur des thématiques comme ça pour des gens qui me fascinent. La création de systèmes et de formation, c'est la même chose. Donc c'est des tâches pendant lesquelles je perds la notion du temps parce que je suis très enthousiaste à l'idée de les faire. La conclusion, c'est que cet enthousiasme t'offre un double levier, l'alignement et la performance qui te conduisent vers le momentum. Question 5. La question 5, c'est quel taf tu as le moins kiffé faire récemment? Même question dans le sens inverse, ça prend pas un ride, c'est toujours aussi efficace. L'objectif, identifier les sources de résistance, de lourdeur ou d'évitement qui vont te faire chier concrètement au quotidien et qui vont te faire perdre du kiff, de l'enthousiasme et qui vont du coup nuire à ton efficience. Les réponses que tu vas trouver avec cette question, ce sont tes points d'optimisation. Quand tu as ces points d'optimisation, tu as plusieurs choix, ce qu'on te présente à toutes les sauces, déléguer, optimiser, supprimer, réorganiser. Tu vas peut-être me dire que tu ne peux pas forcément faire ça directement aujourd'hui dans ta vie. Tu peux pas forcément déléguer, automatiser, supprimer, réorganiser, parce que peut-être que tu n'as pas encore assez de cash pour déléguer, pas encore assez de process pour automatiser, ou pas encore assez de temps pour documenter, etc. etc. C'est pas grave, c'est pas le but principal de cette question-là. Le but principal de cette question-là, c'est de flaguer les tâches et les projets qui respectent ces critères, c'est-à-dire le fait de te faire chier en gros, dès que possible pour que tu puisses les torpiller, leur mettre une énorme patate de forain, dès que tu as l'occasion de le faire, tout simplement. La clarté précède l'action. Comme disait Carl Jung, tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destinée. Développe cette capacité le plus rapidement possible à générer de la clarté sur ce qui n'est pas clair, à faire émerger les choses qui te pourrissent la vie et qui sont dans ton angle mort. Place-les dans ton rétro pour que tu puisses les voir et que tu puisses par la suite t'en sortir. Ok, 6e question. Qu'as-tu appris à bien faire cette année? Alors l'objectif de cette question, c'est d'identifier les nouvelles compétences acquises mais non valorisées. Le problème qu'on rencontre ici, c'est que à cause de l'adaptation permanente, je pense que tu le ressens dans ton quotidien, on oublie nos propres progrès. On est constamment, surtout si tu te reconnais dans le mindset du starter, dans la tribu des starters, on est constamment dans cet esprit kaizen d'amélioration permanente qui fait qu'on oublie la version de nous qu'on était il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et dans cette version, il y a des pépites, il y a des problèmes auxquels on a fait face, il y a des solutions qu'on a trouvées, il y a des compétences qu'on a développées, il y a des niveaux de conscience qu'on a débloqués et que finalement on a oublié entre temps, et pourtant c'est hyper intéressant d'avoir accès à ce réservoir là parce que c'est un levier phénoménal comme on va le voir dans quelques secondes. Donc la solution, c'est de prendre le temps de revenir sur les 6-12 derniers mois et d'identifier ce que tu ne savais pas faire et que tu sais bien faire aujourd'hui. Quand je te dis que c'est un levier énorme, c'est quoi? C'est un levier d'idées de contenu, de création de produits ou de services et de positionnement unique. Parce que la transformation que tu as vécue ces derniers mois, il y a de fortes chances que ce soit une preuve sociale, une preuve d'unicité de positionnement qui est vraiment pharaonique. Pourquoi? Parce que pour rappel, ton client idéal, c'est souvent la personne que tu étais avant d'apprendre ça. C'est ce que j'ai fait moi ces dernières années. C'est que j'ai obsessivement créé pour le Sofiane d'il y a quelques mois. J'ai fait face à des problématiques, des conflits, des idées, des challenges, et tout ça, je me suis dit, ok, une fois que je les ai résolus, comment je peux faire en sorte de faire du reporting sur ce que j'ai fait au bénéfice du Sofiane que j'étais il y a quelques semaines, quelques mois, quelques trimestres en arrière. Et ça a hyper bien fonctionné dans la TDS, puisque ça m'a aidé à construire une audience de gens qui sont ni plus ni moins qui je suis. On est fait de la même essence psychologique, psychique, cognitive. On fonctionne de la même façon. À chaque fois que je fais des sondages au niveau du profilage psychologique des starters qui sont dans la tribu des starters, c'est effrayant à quel point ces gens-là sont le reflet de qui je suis à l'intérieur. Donc je te conseille de faire ça parce que ça fonctionne terriblement bien et puis ça tape dans l'efficience, dans le sens où c'est quelque chose que tu as déjà fait. Donc quitte à l'avoir fait, autant l'utiliser pour créer des choses qui vont apporter à ta boîte, à ta communauté, etc. 7e question. Qu'est-ce qu'il se passerait si tu augmentais tes prix? Question focus business, tout aussi intéressante. L'objectif, c'est de questionner ton pricing et l'alignement de ton pricing avec ta valeur. C'est un levier hyper prolifique. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, si tu décides de faire x1,5, tu as x1,5 sur ton CA, ok, et tu n'as pas d'effort supplémentaire à fournir. Donc, c'est la définition même de l'efficience. Le constat général que je peux faire, après 5 années dans l'entrepreneuriat et d'avoir accompagné plus de 800 solopreneurs à l'heure actuelle,
c'est que quand tu fais une légère hausse de prix, il n'y a aucun impact négatif. Quand tu fais une hausse significative de prix, tu as moins de clients, mais paradoxalement plus de revenus parce que tu vends plus cher. Mais surtout, le plus intéressant selon moi, c'est que cette hausse de prix t'amène des nouveaux types de clients, plus engagés, plus assidus, plus performants. Si je prends l'exemple de mes formations, plus le prix de mes formations augmente, plus mes résultats, les résultats des clients qui suivent les formations au sein de la TDS sont énormes. Et plus également, le taux de rétention au fil des programmes de formation est énorme. C'est un effet psychologique qui est très connu, un prix élevé, ça entraîne un engagement accru, et donc ça entraîne un taux de complétion et des résultats qui sont à la hausse. Ce qui est fascinant, c'est de réaliser que parfois, on a tout à gagner à augmenter les prix parce que tout le monde y gagne. Que ce soit toi, en tant que CEO de ta boîte, ou tout simplement ta communauté, en tant que profil humain motivé à l'idée d'aller chercher des résultats, parce que gros engagement en front. On peut relier avec cette escalade de l'engagement. Hein. Si je paye cher, j'ai fait un engagement initial qui est bien trop important pour m'arrêter en cours de route. Le prérequis évidemment pour tout ça, c'est la sincérité, la communication, la transparence avec ta communauté. Ça, je pars du principe que c'est acquis pour toi si jamais tu fais partie de la TDS, puisque c'est des valeurs que je promeus tout simplement au quotidien. Ok ? 8e question, à quoi ça ressemblerait si c'était facile ? Ton objectif, c'est d'appliquer la méthode de simplification radicale de Tim Ferriss. Cette question, elle provient de Tim Ferriss. Le problème, c'est que l'être humain a une tendance à complexifier les choses par peur de devenir remplaçable. En tout cas, c'est la thèse de Suze Orman qui dit que la peur de l'extinction nous pousse à rendre les choses complexes. Si les choses sont simples, alors on n'a pas besoin de nous. Du coup, on les complexifie pour justifier notre utilité. C'est une des explications qui existent aujourd'hui dans le champ de la psychologie au niveau de cette volonté, cette obsession de complexification. Mais je ne pense pas que tu aies besoin d'un exemple pour comprendre cette obsession-là, parce qu'à mon avis, tu la vis très bien au quotidien. La solution, c'est de prendre une tâche, une routine, un process, de se demander à quoi ça ressemblerait si c'était facile, et de réduire tout ce qui est inutile. Une application, par exemple, ça peut être dans ta création de contenu, dans ta gestion administrative, dans l'organisation de la semaine, dans la création de l'offre, etc., etc. Peu importe, ça peut être dans tes systèmes de création de contenu également. Moi, c'est une question que je me pose avec obsession. Comment créer pour la TDS ? Au sein de la TDS, j'ai une communauté de gens, je te l'ai dit, qui sont faits du même bois, de la même essence que moi. J'ai un respect absolu pour les âmes qui sont au sein de la TDS. J'adore, c'est un honneur pour moi de travailler avec ces âmes qui ont la démence de vivre. Et donc, j'essaye de m'optimiser au quotidien pour produire un maximum de contenu qui peut les servir, être une force multiplicatrice au service des talents de ce monde, tout en ayant quelque chose de plus fluide qui me maintienne le plus libre possible. Donc, mon Content OS, j'ai l'obsession de créer une fois et d'avoir un effet de cascade qui va me permettre simplement de comprendre comment, à partir d'une seule création, qui est souvent ma newsletter finalement, je vais pouvoir dupliquer énormément de contenus qui vont pouvoir servir la TDS à différents endroits. Cette obsession pour la simplicité, je pense que c'est quelque chose qui est complètement sous-coté dans l'écosystème soloprenarial, surtout quand on est en quête de liberté. Et ça colle complètement à cette philosophie très chère à Taleb de la via negativa, l'addition par la soustraction. Et alors si tu commences à t'intéresser au sujet, tu manqueras pas d'auteurs qui promeuvent l'addition par la soustraction. T'en vois quelques-uns à l'écran ici comme Antoine de Saint-Exupéry, Nassim Taleb, Charlie Munger, Steve Jobs, Robin Sharma, Cal Newport. Je pourrais pas te citer une grande personne que je porte dans mon estime ou qui m'inspire qui ne respecte pas ce principe de la via negativa. Je pense que c'est un peu cette espèce de trend qu'on voit du mid-wit, où tu vois au début un type qui fait quelque chose de simple et qui est pris pour quelqu'un de niais. Ensuite, tu vois un prétendu expert qui veut tout complexifier. Et à la fin de la courbe, tu vois un mec avec une tenue de Jedi qui symbolise le niveau maximal de maîtrise de son sujet et qui revient à quelque chose de très simple. Je pense que toute quête de maîtrise de son sujet est une quête évolutive vers la simplicité et le minimalisme de l'expertise qu'on est en train de développer. Ça, c'est mon avis sur les choses, mais en tout cas, je voulais te partager ce petit insight sur la philosophie via negativa. Ok ? Donc, comment intégrer tout ça dans ton quotidien ? Premièrement, mon conseil, ça va être de ne pas chercher à tout appliquer en même temps. Ok ? Ce que je te conseille, c'est de tester une question par semaine, d'utiliser cette question comme une espèce de boussole pour planifier la semaine suivante, et ensuite d'observer la différence au bout de 7 jours. Tu vas pouvoir jouer avec ces questions. J'aime bien dans tout le contenu que je crée utiliser le principe de use it if useful. Je te présente des choses qui ont été utiles pour moi. Je t'invite à les utiliser si c'est utile pour toi aussi. Si ça n'est pas utile, tu mets de côté, tu gardes ce qui te sert, tu rejettes ce qui ne te sert pas. Ces 8 questions que je t'ai présentées aujourd'hui sont des questions que j'ai affinées avec le temps. Il y a plein de questions qui existaient avant que je t'ai pas présentées parce qu'elles n'étaient pas efficaces pour moi. Peut-être que dans ce que je vais te présenter aujourd'hui, il y en a qui vont plus l'être que d'autres. À toi de faire ce travail de tri qui va
va te permettre du coup de te débarrasser de l'inutile et de garder que le vital à l'intérieur de ta vie. Pour ça, il faut que tu respectes le modèle mental du scientifique, du try and learn, et donc de tester ces questions-là et de voir quels bénéfices tu peux en tirer avant de jauger est-ce qu'elles sont utiles pour toi ou pas. Au niveau des options d'intégration, ce que je te conseille, moi, si tu fais du journaling ou des revues hebdomadaires, c'est de l'intégrer dans ton template de journaling hebdomadaire, tout simplement. Moi, je te montre l'exemple à l'écran. Je fais tous mes bilans dans tous les échelons temporels qui existent, que ce soit au niveau de la semaine, du mois, du trimestre ou de l'année. Je fais, même au niveau d'ailleurs quotidien, je fais mes bilans sur Notion avec un des templates qui est disponible dans mon programme LifeOS. Et à l'intérieur de ce template, comme tu peux voir, il y a juste ici toutes les questions qui sont les questions que je t'ai présentées aujourd'hui. Donc je t'invite à les insérer à ce niveau-là. Le rappel avec lequel j'ai envie de terminer, qui est hyper important, c'est que l'efficience, c'est pas une destination. Je suis bien placé pour le savoir. C'est une conversation avec toi-même. Tu vas pas arriver à un stade, à un moment donné, où tu vas devenir efficient par défaut. Je te l'ai montré en introduction, c'est complètement contre-naturel, contre-biologique, on va dire, par rapport à la nature, l'essence même de l'être humain. Nous ne sommes pas des êtres à ce niveau-là, au niveau du business, qui sont faits pour être efficients, dans le sens fournir les efforts supplémentaires nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui n'est pas efficace dans notre business. En tout cas, c'est mon observation de terrain. Après plus de 800 solopreneurs accompagnés ces 5 dernières années, je suis jamais tombé sur quelqu'un qui fonctionne naturellement par efficience. Plus le profil est passionné par ce qu'il fait, moins il fonctionne par efficience, parce qu'en plus, il tolère beaucoup plus le coup de se perdre dans ce qu'il est en train de faire, tout simplement parce que ça le fascine, c'est hyper intéressant, et donc on va pas réfléchir trop méta à ce qui est en train de se passer, on va avoir une vue très micro, voire même macro de temps en temps, sur ce qu'on est en train de faire. Donc tu n'arriveras pas dans cette destination où un jour tout va être efficient en un claquement de doigts. Il y a de fortes chances que ce qui se dessine, c'est que tu doives te placer intentionnellement, toujours en mode architecte, pour quitter ce mode autopilote. Je te renvoie au livre de Chris Bailey. En tout cas, c'est mon expérience ces 5 dernières années et c'est ce que j'ai pu observer au sein des solopreneurs avec qui j'ai pu travailler. L'efficience, c'est un choix, c'est un acte stratégique délibéré et c'est pas quelque chose qui nous tombe sur le museau comme ça. C'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, j'espère que tu as kiffé ce café épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement, un commentaire, ça va m'aider à peut-être décoller progressivement sur cette chaîne YouTube là. Et si tu m'écoutes sur Evolve, tu connais la chanson parce que ça fait plus de 3 ans et demi qu'on le fait ensemble. N'hésite pas à me mettre une note sur ta plateforme de podcast préférée et tout ça, ça va permettre finalement à ce mouvement de la TDS de continuer à grandir et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de solopreneurs en quête de liberté en France. Ok ? On se donne rendez-vous mardi dans 2 semaines à 7h comme d'habitude. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec 2 choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour une action. C'était Sofiane, ciao ciao.